monsieur de Berson qui est ici. Donc je vous remettrai un plaque. C'est pas la médiathèque de France, c'est une catastrophe. Je vois des lecteurs qui attendent de poser le direct. Oui, mais moi j'aime bien. Fuchs Marion, qui est maintenant un petit pack offert par Internet, voilà, petite machine. C'est marrant, ça permettra à tout le monde de faire un peu plus connaissance. Il y a monsieur Cédric Cyr aussi qui a été choisi donc, par tous ces lecteurs. Monsieur Pascal Dessin. Monsieur Jean-Claude Berson. Jean-François. Et Lucie Brasseur. Voilà nos sous-éditeurs coup de cœur. Sous les cœurs. La présidente c'est pas souvent mais encore plus content de rencontrer l'auteur pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. C'est pour raison. L'extrait que je vais vous lire se situe au début du livre et Iris, l'héroïne, est une journaliste qui a comme métier de photographier les scènes de crime. Pas exactement une journaliste, une photographe. Elle est amenée, pour son métier, à revenir sur son lieu de son enfance qu'elle avait quitté, étant donné que d'après elle, ses relations avec sa mère étaient épouvantables. Ses relations avec sa mère étaient faites de coups, de peur, de cris. Donc un climat pas spécialement sympathique qu'elle a eu envie de fuir. Donc elle revient sur les lieux de son enfance et là, elle apprend que sa mère, elle déteste, vient d'être, internée depuis 2 ans dans une maison spécialisée. Elle rend une première visite à sa mère et elle est très surprise de constater que sa mère lui sourit. La seule explication qu'elle trouve, c'est que sa mère ne l'a pas reconnue. Donc, elle décide de retourner au centre qui s'appelle le Centre Bellevue pour rencontrer à nouveau sa mère. Et voici l'extrait. Je rejoins Bellevue à pied, les écouteurs au fond des oreilles. Je n'en ai pas eu assez. Je voudrais voir ma mère crever. Les cymbales à l'intérieur de ma tête, comme tous ces coups que je ne lui assènerai jamais. Pas aujourd'hui, peut-être pas. Mais je dois la voir encore, regarder chacun de ses muscles devenir fou, examiner sa peau pâle et moribonde, observer les battements de son cœur et espérer qu'il cesse sous mes yeux. Bellevue surgit comme un fantôme au coin de la rue. Je soupire et escalade les marches de pierre. Je ne m'arrête pas à l'accueil et emprunte directement l'escalier, me faufilant entre les timbrés, les suants, les malpropres, les râleurs, les gueulards. Barge assis, debout, allongé ou perché. Ceux qui regardent et ceux qui ne me voient pas. La cage d'escalier est à peine plus large que les lits qui circulent dans l'enceinte. À croire que ceux-ci ont atterri ici pendant la construction même de la bâtisse. La porte
La voix d'une jeune femme postée derrière la porte. Ma mère est assise dans le fauteuil près du lit. Elle est tôt et on a sorti un petit chocolat avec une ganache 20 €. Et après, on connaît bien Philippe Cameron. On a pris les chocolats et on les goûter. Et il nous a trouvé le vin. Lui, il a son plage, la réunion des deux chocolats. Voilà. Idéalement le chocolat. Ouais. D'accord. Donc on commençait par un petit chocolat, on goûtait tranquillement. Et moi je sers du vin à la place de Philippe qui peut venir. Non mais il est dans les vignes en ce moment. Je trouve vraiment vin et chocolat ce soir. Je prenais un chocolat avant. Et je mange. D'accord, je vais faire passer ça. Je mange un chocolat avant. Ouais. Pierre, tu en as juste un peu de chocolat. Ici, vous en avez pas amené pour Je savais. C'est pour envoyer à la boutique. C'est vrai, d'accord. Non mais c'est normal. C'est un oubli, vraiment. Là c'est pour la dégustation, là on a ces bouteilles-là, nous En vente aussi à la ouais. Mais ça c'est beau. Hein. Sur les copies, attention, la vente c'est chinois. C'est pour les Chinois. C'est pour les Chinois. 1 milliard, je l'ai fait à 1 centime. Oui, hein. Je prends 1 milliard. Je suis à la retraite. On n'a pas besoin de mettre très cher à ce moment-là. C'est génial. C'est dans la marque. Faut pas le filmer, ne filmez pas. Pardon, j'ai frappé. Tu as lu ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce pas? Ça c'est plutôt déluré, complètement décapant. Ça c'est de la comédie noire. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est sentimental, c'est mélancolique, c'est gris-gris, c'est pas trop polar. Ça c'est dans l'esprit de cela. Un peu dur. Là on est plus sur le polar. Il y en a 12. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je viens à Toulouse. 9, 10. Là, il y en a 10 qui se passent à Toulouse. Ah, oh, c'est horrible. Mesdames, Messieurs, je m'excuse de vous interrompre spécialement pour le salon autour du nom de M. Philippe Cameron qui s'appelle Suivi des faits. N'hésitez pas à venir le voir et à tester ce chocolat. Merci beaucoup. Quel serait de passer devant? Je l'ai perdu. Elle est superbe. Un job alimentaire dans une boîte de téléachat. Assistante de prod, traduisez, de production. Et un rêve, écrire un roman. La suite de circonstances que vous découvrirez à la lecture de Lucie Brasseur, Les larmes rouges du citron vert. Elle est confrontée à la mort brutale de Mélanie. Mélanie est une jeune SPF, sans domicile fixe, un peu paumée, mais terriblement attachante, du centre d'hébergement de Galaxie.
Louani est, depuis quelque peu, bénévole. Elle a du mal à prendre ou argent comptant la conclusion de l'enquête préliminaire, suicide. Elle veut rencontrer le lieutenant chargé de l'enquête, le rencontrer à tout. Mardi 18 janvier. Quelle journée! Ce matin, alors que je sortais de la cour de mon immeuble, comme toujours la tête entre mon sac, mon téléphone, le courrier fraîchement récupéré dans la boîte aux lettres, je manquais de peu d'entrer en collision avec un parfait Américain. Grrr. Vous ne pouvez pas faire attention, première-je. Agacé, je me dis pourtant que, peut-être, c'était moi qui ne regardais pas, je posais les pieds. Tant pis, c'était plus facile de transposer la faute sur moi. Et là, aussi dingue que cela puisse paraître, je crus défaillir. L'avais-je inconsciemment invoqué dans mes prières intérieures la veille? Aucun doute, c'était bien lui, en chair et en os, droit comme un os. Calme à souhait résolu et amusé, le lieutenant Thomas Dumont m'observait là, un léger sourire au coin des lèvres. Il arborait un bleu ciel plutôt près du corps, accentué à merveille les formes solides de son corps musclé, un jean marine ajusté et une écharpe grise nouée autour du cou. Balbutiant, je tendais l'esquisse d'une excuse. Exercice lamentablement exécuté. Il sourit plus franchement et demanda: on ne s'est pas déjà croisé? Cette scène, si elle ne m'était pas arrivée personnellement, aurait ressemblé en tout point à un sitcom petit budget des années 90. Elle aurait tout aussi bien pu avoir été tirée d'un feuilleton à l'eau de rose diffusé en début d'après-midi sur la 6. Tout était réuni. Un homme et une femme se percutent au détour d'une rue. Des dialogues convenus. Le soleil du matin qui joue avec les ombres sur les trottoirs parisiens. Idiote et maladroite, engoncée, prise sur le vif. Envoler la confiance avec laquelle je m'avais hurlé, faire attention à ses pieds. Tout juste une minute. Chaque chapitre a un sous-titre. Celui qu'on vient de vous lire s'appelle Méchanceté. Au début, on peut être un petit peu dérouté parce qu'on passe comme ça d'un personnage à un autre. Mais très rapidement, ça devient une sorte de puzzle avec des relations entre les personnages et on ne peut plus trop quitter le bouquin. Alors, c'est pas seulement non plus un bouquin policier, c'est aussi un roman social. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas tout à fait indemne et en même temps, on se dit, un truc comme ça pourrait vraiment exister dans la vraie vie. Je pense hélas que quelque part ça existe aussi dans la vraie vie. Je dis ça hélas parce qu'il y a quand même des crimes, il y a des meurtres et il y a des destinées pas spécialement marrantes. Donc c'est un bouquin hyper riche. Vous allez prendre, vous n'allez plus le lâcher et vous allez en sortir grandi. Pour moi c'est quand même la fonction primaire de la bonne littérature, c'est d'en sortir différent. Le chemin s'arrêtera là. J'ai discuté hier avec Pascal pour savoir ce qu'il entendait par ce titre. Il a biaisé en me disant qu'il entendait pas trop grand chose. C'est vrai ou pas? Oui, oui. D'accord. Et si on est d'une nature un peu optimiste comme moi, on peut dire qu'il y a quand même les deux personnages qui resteront dans le dernier chapitre, qui vont s'en sortir. Pour eux, le chemin un peu de la galère et du déterminisme social un peu lourd qui va s'arrêter. Voilà. Pour d'autres personnages, ce que disait Pascal hier, c'est que le chemin s'arrête parce qu'ils sont morts. Donc c'est un super bouquin, l'écriture est magnifique. Je n'ai aucune espèce d'action dans le livre, mais achetez-le, lisez-le, faites offrez-le, et voilà. Merci Sarah. Non, mais c'est tout. Ah ben non, je ne peux pas. Merci Madame la lectrice, merci à Sarah pour remporter tout ce qui est le bouquin. Puis
puis voilà. Merci. J'aimerais raconter le vent qui mugit dans l'acier et puis notre méchanceté. La méchanceté est en nous, tout particulièrement. Parfois, je me demande si ce n'est pas plus justement de la cruauté. Est-ce de la méchanceté ou de la cruauté quand je mets un insecte dans son bocal et que je joue avec lui? Je choisis toujours un gros scarabée. Il ne cherche pas tout de suite à s'enfuir, à s'envoler. Il fait le tour du bocal que je secoue. Il essaie de grimper sur le verre. Ses pattes glissent. Il s'épuise. Et après, ça dépend de mon humeur. Soit je le relâche, mais soit je est intéressante, alors je vais lire un petit peu ce qui est dit. Donc, l'histoire se passe sur une côte nordiste fantomatique où les hommes survivent au jour le jour. C'est mortifère. Mais qui sont on n'entend pas, Evelyne. On n'entend pas. Il faut vraiment le rapprocher plus. On n'entend rien. Plus. Ouais, voilà. Ouais, bah ouais. C'est bête, mais... D'accord. Voilà, c'est bon là. Ce sont des laissés-pour-compte de notre époque qui semblent camper dans un temps suspendu. Ce sont des êtres qui, derrière l'apparence de normalité qu'ils essayent de préserver, ont été broyés et souillés à l'image de leur pays, marqués par les stigmates d'une industrie lourde et moribonde, et où la nature prend ses voies de plus en plus inquiétante. Donc c'est un roman en 5 tableaux, construit comme un puzzle, qui se reconstitue peu à peu au fil des récits, incarnés de 7 narrateurs personnages, dont le premier se prénomme Louis. Donc, T'es tout seul avec toi. Tu fonctionnes du coup, monsieur Gatou? Attendez, j'ai une photo avec mon appareil. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on dit Parce que moi, non. le film. Alors, c'est un très merci pour la présidente de l'association pour te souhaiter un excellent anniversaire et nous avons le plaisir de t'offrir ce cadeau. Voilà. Merci à tous. Waouh, c'est une surprise pour le coup. Ça fait quel âge? Ça fait 14 ans. 14 ans. 14 ans. Allez. Merci. Avec plaisir. Waouh. Je n'étais absolument pas... C'est une surprise. Je suis très mal à l'aise. Merci à tous.
Oui, je pense que vous pouvez retourner à vos activités habituelles. Mais merci à l'association pour Alectour. Merci à toi. C'est un super gâteau, je ne sais pas si vous avez vu par contre le gâteau. Venez voir c'est la couverture. Fais la photo Twitter. Ouais. Attends. Mon portable. C'est quel non? Non mais j'ai un appareil. Tu les passeras les photos. Ouais. Attends. C'est ça. Une photo débile. Sinon, le chou, arrête. J'ai perdu mon chouchou dans le temps. Soigne son look. Il faut que tu le casses dans un bouquin. Non, c'est un beau discours à vous. Ah oui, mais je suis doué. Je suis doué pour les discours. Est-ce que tu as. Je sais pas. Ok, merci. Christophe Rouget, donc le responsable sur la communication nationale du syndicat des officiers de police, syndicat de la sécurité intérieure, également responsable de la Sud-Ouest. Voilà, mon collègue, rappelez-moi son nom, Jean. Voilà, qui est donc le collègue en exercice, qui représente la formation de la police nationale, qui tient toute la journée le stand donc, qui présente les métiers de la police. Voilà, donc aujourd'hui on va proposer de voir un débat sur l'actualité de la police judiciaire, sous le titre Crime et châtiment, qui est une allusion au roman de Dostoïevski bien sûr. Mais là on a donc deux policiers, parce que donc Christophe, je crois qu'avant tu étais également à la police judiciaire. Tout à fait. Voilà. Donc là deux éminents représentants de la police judiciaire, et donc toi qui es une policière de terrain. Donc voilà, donc je vous propose d'entamer ce débat. Si vous avez là devant vous la chance d'avoir deux spécialistes de la police d'aujourd'hui, qui connaissent vraiment bien les arcanes de l'institution, et donc je suis sûr que vous poserez des questions très intéressantes. Mais d'abord, je propose que chacun explique un peu rapidement, sans dévoiler les secrets de la grande maison, explique un peu sa vision de la police judiciaire, sa vision du métier. Parce que je crois que vous avez forcément un regard différent, parce que vous avez là un commissaire, directeur, on a pu la faire plus que commissaire, c'était inspecteur général. Un commandant, et toi j'étais quel est ton grade? Voilà, donc vous avez les trois grades de la police nationale, donc trois regards différents, mais pour la même famille. Voilà, donc je propose qu'on commence par Paul Cancès, et qui présentera tout sa carrière et sa vision de la police judiciaire. Christophe, comme c'est un bon copain, il se présente pas. On va attaquer tout de suite le sujet. D'accord. Bon. Pour l'intérêt de cette petite réunion finalement qui va être sympathique, puisque vous êtes peu nombreux et vous allez pouvoir me poser des questions, on va laisser le grand plage pour vos questions. Et je crois que j'aimerais que Christophe attaque notre sujet avec l'actualité toute chaude, toute brûlante. Vous avez vu il n'y a pas longtemps, il y a à peine une semaine, dans les rues de devant le ministère de la Justice à Paris, devant les palais de justice de province, à Toulouse, des manifestations. Bon, c'est pas la première en France, de cette ampleur, c'est la troisième. Moi, j'ai connu bien celle de 1983, j'en avais beaucoup une avant. Et vous avez remarqué la dignité avec laquelle nos collègues se sont comportés. Vous avez remarqué aussi qu'ils ne demandaient pas des sous, ils ne demandaient pas des gratifications, ils ne demandaient pas des congés. Ils demandaient surtout à ce que leurs conditions de travail soient améliorées. Les questions de procédure, on va y revenir, et l'éternel problème du matériel, etc. Alors, Christophe, je sais, moi j'aurais été à Paris, j'aurais été au ministère de la Justice, j'ai retraité, on peut manifester aussi. D'ailleurs, j'étais en janvier manifester à la Place de la Nation, mais Christophe, lui, était à Toulouse, et ça va nous permettre d'avoir un bon angle d'attaque pour parler des problèmes après de criminalité, du crime, etc. Merci Claude. Merci Pierre. Effectivement, ce titre, il convient parfaitement à l'actualité, puisque nous avons manifesté devant les palais de justice et place Vendôme, sous les fenêtres de la ministre de la Justice, pour une raison. C'était, si vous avez suivi l'actualité, nous avons un de nos collègues gardiens de la paix qui a été blessé grièvement, qui lutte contre la mort actuellement toujours. Pourquoi? Parce qu'un délinquant
multirécidiviste qui était en prison, a reçu une permission pour faire des papiers de notaire suite à un décès. Ils sont sortis, un autre individu, ils ont commis un braquage, ils ont tiré sur des fonctionnaires de police avec des armes lourdes. Donc ce collègue a reçu une balle dans la tête, il est opéré, mais malheureusement ces jours sont toujours en danger. Christophe précise qu'il a été, le voyou lui a tiré à bout portant, 2 balles dans la tête, à bout portant. Voilà, donc ça faisait suite, si vous voulez, à quelques incidents qu'il y a eu, vous avez aussi dû l'entendre dans la presse, puisque quelques jours avant, la veuve noire, donc celle qui a tué tous ses amants, était ressortie aussi parce qu'on n'avait pas de place dans les palais de justice pour la juger aux assises. Et quelques jours avant, un policier, un meurtrier de policier aussi, a été remis en liberté parce que là aussi, la justice n'avait pas eu les moyens de le faire passer devant un tribunal. C'était une chaîne qui s'est suivie et qu'on retrouve au quotidien. Donc nous, on avait appelé, donc moi je suis Christophe Rouget, je suis responsable de la communication du bureau du syndicat majoritaire des officiers de police. Je suis commandant de police, j'ai travaillé toute ma carrière, brigade des mineurs, brigade des criminels, fait des enquêtes pendant 20 ans. Donc ce qu'on voulait dire là, dans cette actualité, c'est dire nous, on n'est pas contre la justice, on veut que ça fonctionne bien. L'intérêt c'est que le processus pénal, la justice et la police travaillent main dans la main pour le bien des citoyens. C'était ce qu'on a voulu faire passer, et le président de la République, c'est pour ça que l'actualité elle est vraiment, nous a reçus hier, il a reçu les syndicats de police pour dire oui je vous ai bien entendu, et notamment pour revenir sur le sujet qui nous importe aujourd'hui, il faut absolument qu'on allège tout ce qui est la procédure pénale. Parce que nous avons fait un métier passionnant, parce que quand on fait ce métier, la police judiciaire, c'est parce qu'on aime les gens, c'est parce qu'on aime la vérité, c'est parce qu'on aime faire des enquêtes. Et malheureusement, on s'est aperçu sur les 20 dernières années que la procédure pénale s'est transformée, s'est alourdie. Les lois sont venues successivement, les droits ont été apportés, ce qui est très bien pour les personnes qui avaient un garde à vue notamment, mais par contre, ça s'est fait par une succession de textes. Donc on a un millefeuille procédural qui s'est mis en place, et aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un ordinateur autour du cou. Voilà, le policier, il a cette impression-là. Et on sait pourquoi il y a eu cette inflation de texte, est-ce qu'il y a une raison rationnelle, ou est-ce que c'est simplement que chaque gouvernement a voulu mettre sa petite sauce Ça vient du fait que tous les gouvernements de droite comme de gauche, quelle que soit leur coloration politique, dès qu'il y a un événement qui est une opinion, dès que les médias se mettent en branle, eh bien on dit bravo gens, ne vous inquiétez pas, on va faire une loi. La loi sans pile et en sort du but. L'acte de procédure qu'on appelle la garde à vue, qui à l'époque, j'ai débuté dans la police nécessitait dans le temps de la garde à vue 5 minutes, le temps de taper avec 2 doigts sur la machine Olympia, le petit fillon, on met Tartampion qui est placé en garde à vue, et après avoir lu casser ses signes, le même acte de procédure, je parle sous le contrôle de mes collègues, nécessite la présence constante d'un officier de police judiciaire pendant toute la garde à vue qui s'occupe quasiment que de ça. Oui, un exemple concret, si vous voulez, pour illustrer ce que tu dis, c'est que par exemple, maintenant, quelqu'un qui passe la garde à vue a droit à un avocat, a droit à prévenir quelqu'un, a droit à voir un médecin. Ce qui paraît logique. Lorsque le policier qui est sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'abord de trouver quelqu'un de la famille, pas forcément le téléphone, il va falloir le trouver, donc il va mettre du temps. Il va trouver un médecin qui est disponible ou non, il va falloir l'attendre. Il va falloir trouver un avocat qui va dire je suis pris, je suis aux assises, appelez un autre qui va venir. Donc tout ça, ça va prendre du temps, et surtout, c'est que tout ce que fait un policier, il doit le matérialiser sur un procès verbal. Et c'est bien la différence avec ce qui se passe aujourd'hui, vous avez des magnifiques livres qui sont juste à côté, c'est que tout ça, on ne le voit pas. Là, ici, vous avez le fond, des gens qui écrivent des magnifiques histoires, sauf que nous, on est pris par la forme, et le policier, lui, sur chaque procès verbal, chaque action, il doit faire un procès verbal et tout écrit. Et donc vous vous retrouvez, parce que la procédure est écrite en France, avec une masse de paperasse, il faut le dire, et donc vous avez des procédures qui deviennent des montagnes. Sur lesquelles d'ailleurs les avocats en profitent parce qu'il y a des failles. Forcément, plus vous faites de papier, plus les juges font de papier, plus vous vous retrouvez avec des failles juridiques. Et sur la forme, on arrive, comme on l'a vu pour les affaires que je citais tout à l'heure, parce que des gens se retrouvent en liberté. Ce n'est pas la faute des magistrats, les magistrats ils appliquent la loi, c'est la faute de toutes ces procédures
qui sont chronophages et qui font qu'aujourd'hui, contrairement à... Alors on en voit des films partout, tous les soirs à la télévision, mais sauf que dans la réalité c'est le contraire, plus personne ne veut faire du judiciaire. Nous, les policiers, ne veulent plus rentrer faire du judiciaire. C'est trop compliqué, c'est trop lourd, et donc ils préfèrent faire d'autres missions que cette mission qui était pourtant la plus noble de la police nationale. C'est celle qui a été recherchée par tous les flics. Hein. Ouais. À sortie d'école, tout le monde voulait sortir, aller à la PJ, c'était voilà, comme ça, c'était... Maintenant, les postes sont vacants. En sortie d'école, les gens ne veulent plus aller là. Ils ont fait des études, ne veulent pas aller faire du papier en permanence, se retrouver greffier dans le cadre d'affaires judiciaires. Et même si le fond, les affaires, l'envie de connaître la vérité est le même, les gens saturent parce que justement, ils sont épuisés de faire ça. C'est ce qu'on a dit. On va faire un procès verbal. Et c'est ce qu'on a dénoncé, et ce qu'a annoncé le ministre Manuel Valls, le Premier ministre, en disant on va simplifier la procédure. Bon, il faut absolument qu'on arrive à simplifier ça, parce qu'on passe plus de temps à faire ça qu'à être auprès des citoyens. Vous voyez, vraiment le français, pour dire on dit que le français il a du bon sens, il est intelligent, il est concret. Qu'on en arrive à dire on va simplifier la procédure. Pourquoi la-t-on complexifier? Alors que nous, sur le terrain, on a passé notre temps à dire à nos législateurs, à nos députés, à nos sénateurs, attention, vous allez faire une loi, vous allez nous compliquer les choses. Oui, vous savez, il y a des lois qui ont été votées, dont les décrets d'application n'ont jamais été pris, ne seront jamais pris. Jamais, jamais. C'est catastrophique. Un autre exemple. Vous avez en ce moment, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la simplification du code du travail, qui est là aussi un empilement de textes énorme. Et là, on en est à vouloir simplifier, mais ça va être l'horreur, parce que pour simplifier ce code du travail, c'est quelque chose d'énorme. Les armes, dont on parle beaucoup. Tiens, tu veux pas aller me chercher ma serviette verte qui est sur mon bureau? Les armes dont on parle beaucoup. Depuis le décret, un décret loi de 1938, la législation sur les armes a été un empilement de textes où personne ne s'y retrouve. Et alors là, excusez-moi, je vais parler un peu de moi, mais j'ai été à un moment donné ce qu'on appelait le cimetière des éléphants, l'inspection générale de la police nationale, parce que le ministre qui s'appelait Jean-Louis Debré, pour des raisons que si ça vous intéresse, je vous expliquerai tout à l'heure, m'a validé, m'a fait terminer ma carrière là, et entre autres missions, on m'a confié, chevènement ministre de l'Intérieur m'appelle un jour pour me dire voilà, il y a plein les Français sont absolument en ébullition, en ce moment ça ne va pas du tout, il y a plein de morts, des agressions avec des armes à feu, tout le monde tire. Penchez-vous sur, proposez-moi en un mois de temps des réformes susceptibles d'améliorer cette législation. Quand j'ai été à la direction de la réglementation, que j'ai vu le dossier qu'on m'a sorti, alors comme à la PJ, on a quand même un petit peu de bon sens, je me suis en tiré de deux collègues qui m'ont donné un coup de main, et au bout d'un an, j'ai fait ce petit rapport que j'ai toujours sur moi. Au bout d'un mois, pardon. Voyez, voilà. Là, ça, c'est le rapport de synthèse. Mais à côté, il y avait une annexe comme ça. J'avais piqué des documents de partout. Alors, voilà ce que disait un article d'un journal Le Monde. Le rapport de Claude Cancet sur les armes propose une réglementation stricte des fusils à pompe. Cette mission avait été commandée par M. Chevènement après plusieurs faits divers meurtriers. Qu'est-ce que je proposais, entre autres? Tout simplement que les jeunes de banlieue qui allaient acheter leur fusil de chasse à partir du moment où ils étaient majeurs avec une carte d'identité, ils partaient, ils sciaient le canon et puis ils allaient braquer. J'ai tout simplement demandé lorsque l'acheteur allait acheter son arme de chasse, il justifie qu'il chassait, qu'il montre son permis de chasser. C'était tout bête. Ah, j'ai eu quelques récriminations, enfin, bon. Voilà, et d'autres mesures aussi simples, mais depuis ce rapport, il y a eu encore, je n'ai pas apporté de solution, mais il y a eu d'autres modifications de la loi qui n'ont rien simplifié du tout, et on en est. Alors, pour remettre un petit peu, on va revenir sur le rail, le sujet, ils avaient choisi, parce qu'ils ne nous avaient rien demandé,
crime et châtiment. Voilà. Là, c'est un cadre littéraire. Avec Christophe, dans la police, on n'est pas très cultivé, on n'est pas très intelligent, mais on lit un peu quand même. Je dis, Christophe, le crime et châtiment dans Dostoïevski, tu as lu, il m'a dit, oh, il y a longtemps, j'ai lu moi aussi. Moi, par contre, j'ai un avantage sur lui, j'ai lu Le Joueur et ça m'a beaucoup marqué parce que Le Joueur, je ne suis pas joueur. Et, voilà. Mais de toute façon, le sujet, crime et châtiment. Nous, police, on est concernés par le crime. Le châtiment, à la limite, on n'est pas des justiciers, à la justice, nous sommes beaucoup. C'est justement le problème. Voilà, on va dire. On se pose, nous les flics, durant toute notre vie, face au crime, deux questions. Pourquoi et comment? Vous avez vu l'affiche du festival du Polar, vous avez l'inspecteur qui est en train d'interroger un criminel et il s'énerve. Il sait déjà peut-être comment le crime a été commis, mais il va essayer de comprendre. Pourquoi? Oui, on va essayer de comprendre. On n'a pas la religion des aveux, mais lorsque on veut essayer de comprendre, et ce n'est pas toujours facile. Et autre question que vous vous posez, vous, à la lueur des faits divers, mais que nous on se pose toute notre vie, en permanence, les flics. Où passe la frontière entre le bien et le mal, l'ordre et le désordre, l'acte légal et l'acte illégal, et la folie et la raison. Et on revient à notre sujet, crime et châtiment. Voilà ce qu'est notre vie de Tout à fait, une vie passionnante où on essaie effectivement de savoir la vérité. Alors on n'utilise plus de tournesol, on a des halogènes, bien sûr. Donc, mais c'est vraiment l'intérêt de ce métier, c'est de se retrouver sur une scène de crime et à partir de là d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de revenir en processus, d'essayer de monter une enquête, d'essayer d'interpeller l'auteur et ensuite de comprendre. Et le plus passionnant, en tout cas pour moi, ça a toujours été le cas, c'est les auditions. C'est les auditions où vous passez, que ce soit avec des auteurs de viol, que ce soit avec des auteurs d'inceste, que ce soit avec des auteurs de braquage ou de meurtre. C'est cette partie de l'enquête que j'ai toujours préférée, celle où vous avez ce moment intime, d'homme à homme, vous allez discuter pendant des heures, vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé et vous essayez de mettre en place une relation avec cet individu pour que justement il vous explique. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir la vérité. L'enquêteur, à ce moment, il n'est pas comme juge. Et souvent, j'avais des stagiaires qui venaient, mais ils disaient, mais comment vous faites pour garder votre sang-froid? Ils venaient de leurs études, et vous avez quelqu'un qui est en garde à vue, qui a commis des actes sur des enfants, qui a commis des viols, et qui a commis des tortures, des meurtres odieux. Comment vous faites pour rester calme? Justement, c'est là l'intérêt. C'est d'arriver à essayer d'être un peu le confesseur, d'arriver à essayer de savoir ce qui s'est passé. Parce que vous, votre travail, ça va être d'élaborer tout ce qui s'est fait, pour quelles raisons, tout mettre en évidence pour qu'ensuite la justice, et là c'est la deuxième partie, puisse avoir tous les éléments et se déterminer. Parce qu'il faut savoir que un directeur d'enquête, sur une affaire criminelle par exemple, il va faire l'enquête, mais ensuite il va être témoin. Il va venir aux assises. Aux assises, le président va lui demander d'expliquer ce qui s'est passé, expliquer l'enquête. Et vous êtes comme témoin au milieu, vous avez la partie civile, vous avez le procureur, vous avez les juges, les jurés. Il va falloir que vous expliquiez aux jurés tout ce qui s'est passé. Qu'ils arrivent à comprendre pour donner la sentence la plus juste. Donc voilà, c'est pour ça que ce métier il est passionnant et que moi je suis profondément déçu, touché lorsque je vois des collègues qui ne veulent plus faire ce métier parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, on voit bien qu'il n'y a plus de vocation parce qu'on est dans une impasse, on se retrouve avec des gens qui font que du papier. Il y en a encore, il y en a encore, mais c'est compliqué. Il faut savoir aussi que c'est un métier où l'imagination humaine dans le mal n'a pas de limite. Hein. À l'école de police, je me rappelle, je vous montrais, on mettait des tas de photos des archives de la boîte, où il y avait des cas, tous les cas possibles, imaginables de crimes, etc. Et de mobiles aussi. Les mobiles sont aussi infinis qu'il y a le cerveau dans cette le japonais qui dit la petite hollandaise qui la bouffe, je ne sais pas comment. Voilà. Et le travail des flics, c'est de ramener ça à un cadre légal. C'est-à-dire que le code pénal n'est pas extensible à la fille. C'est ça qui est aussi intéressant dans ce métier, c'est que dans des situations où vous ne connaissez pas la raison, vous ne connaissez pas au départ le modus operandi, et vous ramenez ça dans un cadre normal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous passez du truc extraordinaire ou odieux, vous le ramenez à une sorte de rationalité judiciaire.
Et ça, c'est pas facile aussi. Notre jeune collègue peut dire un mot sur les vocations, puisque tu recrutes. Oui, les vocations sont beaucoup déterminées par la culture télévisuelle. Alors un petit peu moins maintenant concernant les fictions, mais plus concernant les reportages, puisqu'on voit pourquoi cet engouement permanent pour la police, mais des reportages sur les différentes chaînes le soir. Alors c'est la BAC à Marseille, la BAC à Strasbourg, la BAC à Paris, la police secours, enfin on commence et éternellement. Donc apparemment... Elle vient de prononcer le mot police secours. Le métier le plus difficile, le plus délicat, mais le plus exaltant, c'est le métier du flic qui est dans le cas police secours, qui part au secours de son prochain et qui part vers l'inconnu. Il ne sait pas ce qu'il va découvrir quand il arrive sur le terrain. Il est obligé d'improviser. Il part sur une scène de crime, il faut que tout de suite il prenne les mesures. Quelqu'un qui est en train de mourir, le bouche à bouche, etc. C'est le métier. Celui qui a l'antigarde, j'étais patron de l'antigarde, il sait face à qui il a en face de lui. Des voyous, des beaux voyous, et toujours en mer. Voilà, excusez-moi, je t'écoute. Voilà. Donc les vocations, principalement en fait, les jeunes qui viennent se renseigner pour le recrutement. Et la première chose qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent faire un métier utile. C'est ce qui leur vient à l'esprit. Et très souvent, puisqu'il n'y a pas d'études qui mènent à être policier, il n'y a pas de filière qui mène à être policier, puisque la formation des policiers, elle est assurée par les policiers dans les écoles de police. Donc les jeunes, ils viennent de tous les milieux. Certains ont le bac et certains qui ont fait des études supérieures. Et moi, j'ai vu récemment un jeune homme qui venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur. À 23 ans, il a dit voilà, moi j'ai fait ce que mes parents ont voulu, j'ai mon diplôme d'ingénieur, je leur ai montré mon diplôme, maintenant je veux faire quelque chose qui me plaît à moi. Et voilà pourquoi je suis là. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent, qui ont fait un début de parcours étudiant dans le commerce. Et quand ils viennent me voir, ils me disent mais moi j'en ai marre de mentir comme ça. Je ne peux pas faire un métier où je vais passer ma vie à mentir aux gens et à essayer de leur vendre des choses dont ils n'ont pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de vrai, un métier utile. Et donc, ceux-là aussi se retrouvent dans les bureaux de recrutement de la police. Voilà, donc l'idée qu'ils en ont, eux, c'est un métier utile au service de la population. Tu vois, je regrette pas d'être venu aujourd'hui, parce que l'entendre de la bouche, j'ai un collègue ce qu'elle vient de dire et que je n'arrête pas de... Ah ben, champ permanence, qu'est-ce qui fait le champ dans ton boulot? De tous les boulots, quand dans la vie, vous avez le sentiment d'être un petit peu utile à notre prochain. C'est fabuleux. Voilà. Et là, elle le dit avec... Ça transparaît à travers ses propos. Elle ne fait pas du cinéma, c'est sincère. Et les gens qui viennent vers toi, vraiment dans cet état d'esprit, moi c'est formidable. Même si ils sont certainement pas nombreux comme l'a dit Christophe. Non, c'est que Alice, c'est pas du tout antinomique ce qu'on vient de dire, c'est que les gens viennent vers les écoles, et c'est ensuite sur la filière judiciaire. Oui, dans la police, oui, il y a toujours une attractivité qui est très forte, parce que alors on a des feuilletons en permanence, mais aussi on a des séries policières, qui sont tous les experts qui passent toutes les soirées. Moi je disais, n'importe tout à l'heure, moi je ne regarde jamais. C'est compliqué parce que quand vous avez passé la journée à faire une enquête, à faire une autopsie, que le soir vous rentrez à la maison, et que vous revoyez la même chose à la télé, sauf que là on appuie sur le mouton, on a le nom du coupable, bon, voilà, on a tendance à ne pas le regarder. Voilà, c'est comme ça, parce que c'est justement les mythes et la réalité, c'est que ce qu'on voit à la télévision, les enquêtes des films américains, pour la plupart, mais aussi français, et voilà, on n'a pas ce formalisme. On a des gens qui juste réfléchissent, qui trouvent quelques questions, et puis on arrive à interpeller les individus. Il n'y a pas toute cette procédure pénale qui est écrite, parce que c'est ça, pourquoi elle est écrite, parce que justement on peut arriver à un jugement après. Il faut que les magistrats aient tous les éléments, alors que là, on les attend. Et ce que disait, pour revenir au thème, crime et châtiment, un des problèmes actuels auxquels est confrontée la police nationale, que justement, nous on est là normalement pour identifier les auteurs, les interpeller et les conduire à la justice. Mais depuis quelques années, parce que le ministère de la Justice n'a pas les moyens, c'est pour ça qu'on était sous les fenêtres de Christine Taubira, nous transfère tout un tas de missions. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un exemple concret, il y a une procédure l'autre jour, un collègue qui traite une procédure, c'est quelqu'un, un livreur de pizza, se fait piquer sa mobilette par un jeune. Les policiers de la police secours l'interpellent quelques mètres plus loin,
procédure, garde à vue, à la fin de la procédure, le substitut, on l'appelle, ça se fait par téléphone, on va faire de la composition pénale. Le procureur, le procureur. Voilà. Composition pénale, qu'est-ce que c'est? On condamne ce jeune à prendre des cours de maths et à passer plusieurs soirées au secours populaire. Voilà. Ça, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, parce qu'il y a la procédure judiciaire qu'on voit à la télé et le contentieux de masse, tous les petits délits. C'est ça qui occupe la plupart de nos collègues. Soit il y a une réponse pénale, elle est de suite, ça c'est pas nous de juger si elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais il y a une réponse pénale. Là où c'est plus grave, c'est que quelques mois plus tard, le substitut du procureur de la République nous renvoie le dossier, la procédure est pince en papier, et il nous dit, ce jeune il n'est pas venu au cours de maths, il n'est pas allé au secours populaire. Donc reconvoquez-le et voyez pourquoi il a fait ça. C'est là où on dit non, là c'est pas notre rôle, ça c'est le juge d'application des peines, c'est la justice qui doit faire ça. Nous, pendant qu'on fait ça, il va falloir vérifier s'il habite toujours à cette adresse. Ce jeune, il va revenir, il va nous dire vraisemblablement « je ne pouvais pas parce que j'avais piscine ». Et il va nous dire « mais vous inquiétez pas, la prochaine fois j'y vais ». Donc on va recommencer et vous imaginez bien que du coup c'est compliqué. C'est compliqué pour nos collègues qui vivent ça au quotidien parce qu'ils se disent « moi je fais une procédure et l'autre il est en train de se balader ». Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est qu'il y a eu un transfert de charge et nous, on s'occupe de ce qu'on appelle le post-sententiel, c'est-à-dire au lieu de s'occuper d'amener les gens à la justice, on s'occupe de vérifier si les jugements sont appliqués derrière. Donc voilà, et ça c'est vraiment très difficile pour nos collègues à l'heure actuelle, et on aimerait revenir aux fondamentaux, dire non, notre rôle il est de conduire juste à la justice de l'arrêter. Un autre exemple, nos collègues de police judiciaire, quand ils font une enquête, un crime, ils font des gardes à vue, des heures, qu'est-ce qui se passe à la fin de la garde à vue? Il faut qu'ils amènent, ils prennent leur voiture de police, ils amènent ce délinquant devant le magistrat. Là, on pourrait se dire, ils vont retourner maintenant au service, aller se reposer, parce qu'ils ont passé la nuit, ils n'ont pas dormi. Non, ils vont attendre que le magistrat, le procureur de la République, entende cette personne, ensuite qu'il va être présenté devant le juge d'instruction éventuellement, et le juge d'application des peines. Pendant ce temps-là, le policier il va rester au tribunal, il va attendre que ça passe. Et puis bon, c'est comme chez le dentiste, il y a un petit peu d'attente parfois. Et donc vous vous retrouvez à attendre là, mais quand c'est fini, le pire, c'est que ces mêmes policiers qui ont fait l'enquête vont devoir emmener le délinquant à la maison d'arrêt. Et par exemple, vous êtes à Toulouse, il va falloir qu'il amène à Montauban ou à Paris. Donc c'est là où on dit, vous voyez, c'est trop compliqué. Là, les collègues disent, mais nous, on a fait des heures pour faire ça, et c'est à nous en même temps maintenant de faire la conduite de ces détenus. C'est pour ça qu'on voudrait que les policiers puissent se consacrer à ce travail noble de police judiciaire qui est si passionnant. Alors, malgré toutes ces difficultés, je rencontre un collègue sur le terrain. L'actualité nous a prouvé il y a quelques mois que nous avons quand même, là c'est mon petit coup de cocorico, on va y empêcher, mes collègues ne pourront que souscrire, avec les événements Charlie et autres, on a prouvé que police, les forces de sécurité en France, police et gendarmerie, se défendent pas mal. Et je peux vous assurer que ça a été dramatique, puisque 17 morts, je crois, je ne sais plus combien de décès, en 2 jours. Les auteurs ont été arrêtés assez rapidement, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu, j'habite pas loin de la Nation l'hiver, et j'ai vu pour la première fois de ma vie la population parisienne et régionale même applaudir les flics et des femmes embrasser et aller à la paix. Je peux vous dire que ça fait chaud au cœur, même si l'on ne se verse pas d'illusions, c'est très bien que la roue tourne et que le flic qui met des contraventions, on va lui taper dessus, le lendemain, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on a eu le sentiment que les gens avaient compris le rôle important que jouait leur service de sécurité dans ces affaires, même si tout n'a pas été parfait, ça a été quand même une grande réussite. Et vous voyez qu'en contrepoint, les manifs dont on parlait tout à l'heure, pas en contrepoint, sont venus apporter un petit supplément, un petit complément à ces affaires-là, en disant, vous voyez, nous on veut travailler, mais on veut travailler dans de meilleures conditions. Si vous en êtes d'accord, mes chers collègues, puisque la conférence est un petit peu bousculée aujourd'hui, et que vous n'êtes pas nombreux, on va se considérer qu'on est en garde à vue tous les trois. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, poser des questions.
J'aurais voulu quand même, puisqu'on a quand même trois... Tu nous présentes un peu les différents métiers de la police. Parce que je crois qu'il y a plusieurs polices. C'est une administration qui est très riche. Il y a plein de métiers à la police. Et même dans le même métier, vous avez des fonctions, enfin sur des carrières un peu longues. Hein. Toi, je sais pas combien tu as fait de police. Claude, tu as fait combien d'années de police, toi? Tu fais combien d'années de police? Combien j'ai fait, Jeannot? Oh, oui, j'ai fait 25. Bravo, il a gagné. 33. Heureusement que vous êtes venus, les amis. En pendant de police, vous nous envoyez des vertes et des pas mûres. Et c'est pour ça que peut-être tu pourrais nous présenter différents métiers. C'est bien, dis donc. On mangeait la poule à jeûner. Regardez-moi ça. 30 ans à la police. Voilà, vous aurez des trentenaires de la police nationale là ici. Des trentenaires. Voilà, donc c'est vous présenter un peu les différents métiers parce que il y a plein de métiers. Disons qu'on va parler des principaux compartiments, si je puis dire, puisque des métiers dans la police, on en a recensé une centaine. Hein, donc différentes spécialités. Donc au départ, on rentre dans la police sur concours en fonction d'un niveau scolaire. Donc on rentre commissaire, on rentre officier, on rentre gardien de la paix ou sous-officier, c'est ce que disent les gendarmes, sous-officier. Puisqu'il y a une petite particularité dans la police, notamment les jeunes qui veulent rentrer dans la police, tout le monde veut être flic, mais personne ne veut être gardien de la paix. Alors que c'est le seul et même métier. C'est simplement l'appellation qui a changé, puisque depuis pas mal d'années, les fonctions ont beaucoup changé, notamment pour les gardiens de la paix qui ont plus de responsabilités et notamment des responsabilités judiciaires, puisqu'ils sont maintenant officiers de police judiciaire, ce qui n'était pas le cas autrefois. Officier policier, c'est quelqu'un qui a une qualité pour prendre des actes judiciaires. Vous voyez, c'est une qualification juridique pénale. Vous pouvez faire, par exemple, mettre en garde à vue. Hein, c'est pas un grade, c'est une qualification judiciaire. Oui, c'est pas un grade, c'est une qualification judiciaire. Hein, ça vous donne le pouvoir juridique de faire des perquisitions, une garde à vue. Voilà. Parce qu'un acte qui est commis par un policier qui n'a pas cette autorité est illégal. Donc après, un avocat pourra dire, mais non, c'est... Voilà. Vous avez entendu ces jours-ci dans toutes les radios et les télés, à la suite des derniers événements dans le Thalys, qu'on va donner des pouvoirs aux fonctionnaires de sécurité de la SNCF qui n'avaient pas jusqu'à maintenant. Pardon. J'aime le passage. Ouais, mais il y a le compte. Bien, on est là, Ali, la présidente. Viens ici. Alicia, mesdames, merci d'être présents. Alors, je vais commencer par une série de remerciements. Déjà, je remercie vivement la ville de Leto, co-organisatrice de ce salon, avec l'implication de la Médiathèque et un grand merci à Ludovic, à Saba et à Anne pour leur investissement et leurs compétences qu'ils ont mis à notre service. Et aussi à remercier les ateliers municipaux qui ont quand même largement participé à la décoration et à la communication, c'est superbe. Merci aussi à l'Office du tourisme. Je continue les remerciements avec les remerciements pour les commerçants d'El-Toulois qui non seulement ont accepté l'écriture d'extraits d'ouvrages sur la vitrine, mais ont aussi donné des laboratoires et ont manifesté un véritable enthousiasme pour ce salon. Merci aussi à la police nationale ici présente qui donc assure un stand pour donner des informations sur les métiers de la police. Le cinéma, Ciné 32, qui nous reçoit ce soir pour la projection d'un épisode du Sang de la Vigne, projection qui sera suivie d'un débat avec M. Jean-Pierre Arnaud, qui sera présent à partir de cet après-midi. Cette projection, bien sûr,
Je remercie aussi les magasins Intermarché qui ont participé à la communication de l'événement, qui a donné des mots et qui nous offrira l'apéritif pour demain midi. Merci, alors pour une fois on commence par merci. Merci aux Florent de Lorraine qui ont offert des lots, mais merci aussi aux producteurs et à l'association des melons de lecture qui nous ont préparé un excellent plateau repas avec du tourin, de la charcuterie, une grillade, du potimarron et un dessert au safran de lecture. Merci aussi à l'association Nano qui s'est occupée de l'organisation du concours des nouvelles et qui, demain matin, propose un atelier d'écriture à 10h30. Nous avons aussi avec nous l'association Lecture à voix haute qui a accepté de venir lire des extraits des ouvrages de 6 auteurs qui ont été lus dans le cadre de Coup de cœur organisé par la médiathèque. Je remercie aussi par cette occasion les lecteurs qui ont participé. Je remercie aussi nos partenaires médiatiques, à savoir la radio Au fil de l'eau, et qui nous a reçus jeudi. Et merci aussi au journal La Dépêche, représenté par Isabelle de la Seine. Et je remercie vraiment Isabelle pour les articles qui sont parus pendant toute la semaine. Comme vous le savez, le thème de cette 3e édition est vin et chocolat. Je tiens à remercier les domaines d'Arton et du Mirail, ici présents, qui vont être là donc, pendant 2 jours et qui vous annoncent aussi qu'à l'occasion de repas des producteurs, pour toute personne qui mangera, ils vous offrent un verre. Voilà. Pour le chocolat, qui de mieux placé que monsieur et madame Baudequin, nos excellents chocolatiers de lecture, qui vont aussi vous proposer des dégustations avec une ganache particulière préparée spécialement pour le salon. Enfin aussi, je remercie la librairie La Renaissance qui vient spécialement de Toulouse pour nous. Voilà, et bien sûr, je lance un merci très particulier aux auteurs ici présents. Tous ne sont pas encore arrivés, j'aurai aussi l'occasion de remercier ceux qui vont arriver demain. Au sujet des auteurs, je vais vous appeler pour que vous veniez ici, nous avons un petit cadeau à vous offrir. Voilà. Alors, j'appelle Lucie le Passeur. Voilà, parce que l'Office du tourisme de lecture vous a préparé un petit sac pour que vous ayez un bon souvenir de notre ville. Voilà, donc je vous laisse le prendre. J'appelle Jean-François Berson. Claude Concesse, qui est notre marin et notre guide. Merci à vous. Patrick Cojol. Monsieur Pascal Tessin, Claire Favron, Christophe Guillemot, Hervé Gilbert, Pierre Léoustre, Monsieur Pierre Léoustre, Armel Maladon, Mazo Petit, Olivier Dorec, Monsieur Christian Roux, Marise Rivière, Monsieur Benoît Sévorac, Monsieur Sélexier, Pascal Thivier, Maxime Vivas. Je pense avoir oublié personne et je vous remercie vraiment pour votre présence à ce salon. Alors, et dès 15h aujourd'hui, un débat sur le crime et châtiment, actualité de la police judiciaire, animé par M. Claude Concesse et Christian Roger. Soir à 18h, projection gratuite du film Une question d'eau de vie de mort, en présence de M. Jean-Pierre Allot, qui sera donc présent à partir de cet après-midi. Samedi matin à 10h30, projection du film Le Chant des Sirènes, qui est une adaptation de La Bannière était en noir de M. Christian Roux. Cette projection n'aura pas lieu en fait à la salle du cinéma 32, mais à l'ancien tribunal et sera suivie d'une discussion. Samedi matin à 10h30, vous avez aussi la possibilité de participer à un atelier d'écriture. Et enfin, des lectures du Soir
amateurs de chocolat. Exactement. Je lui dis d'excuser monsieur Lecomte Hervé, qui pour des raisons personnelles ne pourra pas être présent sur le salon, ainsi que le restaurant Le Rouge Gorge, qui s'excuse de ne pouvoir maintenir l'atelier comment distribuer un vin, mais un imprévu retient Mélène au restaurant puisque son cuisinier est malade. Sinon, si vous le souhaitez, donc, vous pouvez, pendant ces 2 jours aussi, acheter l'ouvrage de l'association à publier sur les nouvelles de l'an dernier. Voilà. On a aussi des tickets de tombola pour aider un petit peu le salon. Et pardon. Mais bien sûr. Alors, là, vous êtes largement invités à aller voir des auteurs qui sont fort sympathiques et qui répondront sûrement cet après-midi à quelques-unes de mes questions. Voilà. Et donc, je vous remercie. Et avant de partager donc, un verre offert par la Réunion des Tours, je laisse la parole à M. Gérard Duclos, que je vous remercie pour sa présence. Merci Cécile. Bravo. Je voudrais que vous applaudissiez énormément Cécile, Pierre et tous leurs compagnons qui ont fait un boulot remarquable. Bravo. C'est un succès aussi. Écoutez, vraiment, ce que vous faites ici. Je me demande s'il ne vaut pas mieux que je parle comme ça. C'est absolument sympa. Puis quand vous arrivez en ville, alors il y a quelques policiers de ci, de là, qui cherchent, qui ont le pistolet. Il n'y en avait pas ici, c'est calme. Alors ça veut dire que la ville s'est associée à cette ambiance que vous avez su créer. Et moi qui suis animateur de Polar, ça me fait vraiment plaisir. Et je trouve que ça colle parfaitement à notre ville, à son ambiance, et cette nourriture intellectuelle mais aussi corporelle. Et cela va bien. Madame l'enseignante, je trouve que par réussite de Paris, vous avez gagné, c'est le 3e salon. Il y a des fidèles, comme M. Cancès, comme moi d'autres, et vous nous faites plaisir en venant ici. Et sachez que, autant que vous voudrez bien venir, nous on continuera, vous l'avez diffusé, vous l'avez, je vais vous dire, agrémenté avec le cinéma, avec des conférences, c'est ça avec nous aussi. Et donc, je trouve que vous êtes en adéquation avec Lectoure, et c'est un sacré compliment que je vous fais. Alors, on va voir un coup ensemble, je trouve que c'est le mieux qu'on puisse faire. Merci à vous tous. Pardon? Mais on va, bien sûr, nous ici on rassemble, vous savez, même un petit maire qui ne fait jamais de politique, il ne cherche jamais qu'à rassembler. Alors, merci à vous tous, et bravo pour ce que vous êtes fait. Ma propre. Ouais. Je la trouve charmante. Très bien. Joli que profil. Alors, bientôt l'ouverture de ce salon? Oui, voilà, ça y est, c'est lancé, c'est parti. Nous avons des auteurs qui commencent à s'installer, qui sont charmants. Ouais. Et voilà. C'est parti. C'est parti. Madame
Si on le fait, Oh, c'est là.